Bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire organisé par l'Argus de l'assurance en compagnie de Anne Copin Thibault qui se présentera juste après. Donc, je suis Joël Provenchère et je dirige l'ensemble des offres de formation de l'Argus de l'assurance. Juste vous donner quelques éléments du coup sur le bon déroulement de ce webinaire. Tout d'abord, Anne Copin-Thibault fera une présentation d'environ une demi-heure sur le sujet donc, de la vente à distance en temps de confinement. Et ensuite, se suivra une séance de questions-réponses d'environ un quart d'heure. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est que si vous avez des questions que vous souhaitez poser du coup, durant le fil de sa présentation, n'hésitez pas à utiliser du coup, la partie qui est dédiée à ça dans le module de GoToWebinar là, que vous devez avoir du coup sur votre écran d'ordinateur. Donc, vous posez la question à cet endroit-là et du coup, moi, je la réceptionnerai et à l'issue de sa présentation, je sélectionnerai les questions et on échangera avec Anne Copin-Thibault. Voilà. Voilà. Sinon, autre information, le support de présentation sera diffusé du coup à l'ensemble des participants de ce webinaire. Alors, ce que je vous propose en introduction rapidement, c'est de vous présenter du coup l'Argus de l'assurance, donc les formations, parce que on n'est pas forcément au courant de ce qu'on peut proposer. Donc aujourd'hui, c'est une catalogue d'offres de formation d'environ 150 programmes, avec plusieurs milliers de stagiaires du coup qui ont suivi nos différentes formations. Et un panel d'experts relativement large sur tous les sujets, que ce soit des sujets commerciaux, de conformité, ou sur des thématiques spécifiques dédiées aux différents types d'assurance. Donc, je vous laisserai aller sur le site des formations de l'Argus de l'assurance pour du coup prendre connaissance de nos offres de formation. En ces temps de Covid, l'ensemble de nos formations sont du coup proposées en mode classe virtuelle et nous avons également une offre de formation sur étagère, comme on dit, donc en e-learning, qui sont disponibles et sur lesquels vous pouvez du coup suivre différents sujets. Alors, un rapide point également en introduction sur aussi une plateforme qu'on est en train de lancer, qui va être lancée là, peut-être cette semaine ou le début de semaine prochaine. En tout cas, enfin, ce sera plutôt début de semaine prochaine maintenant, parce qu'on est déjà 7 mai, qui s'intitule Visa DDA, donc qui est une plateforme de formation qui est dédiée du coup aux obligations de formation liées à la DDA et avec un certain nombre de sujets de formation que vous pouvez suivre. Donc, 24 heures sur 24, hein, quand vous voulez, j'ai envie de dire, et où vous voulez, puisque vous pouvez y accéder aussi bien sur votre ordinateur que via un site, via votre mobile, votre téléphone, votre portable. Je vais y arriver. Voilà. Et ces formations sont bien sûr finançables auprès de vos financeurs habituels en matière de formation professionnelle. Peut-être juste voilà, un dernier slide là-dessus. Voilà, les différentes thématiques qui sont proposées. Donc, sur la lutte contre le blanchiment, sur la DDA, protection de la clientèle, devoir de conseil, le RGPD, des thématiques aussi sur l'assurance vie ou sur la prévoyance collective, l'assurance emprunteur, la responsabilité civile, etc. Donc, vous voyez le slide, hein, comme je n'ai pas besoin de vous présenter dans le détail, avec le nombre d'heures de formation qui est proposé, et plus un webinaire du coup mensuel qui sera proposé pour toutes les personnes qui seront abonnées du coup à cette plateforme de formation avec des validations d'acquis associées. Et sur ces plateformes, vous allez trouver quoi? Vous allez trouver beaucoup de vidéos. Les formations sont basées sur une grande partie vidéo, des fiches pratiques et des quiz, du coup, pour s'assurer du coup que évaluer du coup votre compréhension et l'acquisition des compétences et des connaissances sur les différentes thématiques. Voilà. Donc visiadda.fr. Hein, je vous laisse aller sur le site internet si ça vous intéresse, et puis nous contacter si vous êtes intéressé du coup pour disposer de ce type de possibilité de vous former sur les sujets qui ont trait à la DDA, mais pas que, hein, parce que vous voyez, on a une richesse de thématiques et donc on pourra répondre à toutes vos questions. Voilà.
Alors, oui, je vais vous laisser démarrer du coup, un copain, je vous laisse vous présenter et moi je réapparaîtrai du coup à la fin de votre présentation pour pouvoir échanger sur les différentes questions des participants. Voilà, je vous souhaite une bonne animation. À tout à l'heure. Merci beaucoup, Joël, pour cette introduction. Donc, je me présente, je suis Anne Copin-Thibault, je suis consultante et formatrice et j'interviens spécialement sur des thématiques liées à la banque et à l'assurance, plutôt en conformité, donc le périmètre de la conformité banque et assurance. Alors, je vous espère tous en forme. Je suis ravie de vous accueillir donc pour animer ce webinaire donc consacré à la vente à distance pendant cette procédure de confinement. Donc, je vais me permettre en fait de vous donner un petit sommaire. Donc, nous allons d'abord voir quelles ont été les ordonnances réglementaires. On va voir qu'elles ont un petit intérêt pour la vente à distance. On verra ensuite comment on rebondit nos régulateurs, c'est-à-dire la CPR et l'AMF, pour venir nous rappeler quelles étaient nos obligations. On verra ensuite que ce modèle de vente à distance, eh bien, au moment du confinement, il prend toute sa place et toute sa valeur. Donc, c'est une très bonne expérience. Certains intervenants sont bien sûr toujours présents, et assurent leur rôle. C'est la médiation, ce sont les associations. Et puis, concernant la vente à distance, nous nous rappelons que de nombreuses propositions de loi ont déjà été déposées pour encadrer la vente à distance et que malgré des propositions de loi qui ont parfois vu matière effective, en fait, eh bien, les sanctions sont cependant de plus en plus fortes et nous verrons que même si la vente continue à distance, eh bien, nous devons de toujours respecter certaines modalités réglementaires. Donc, je commence par vous parler des ordonnances, les ordonnances d'état d'urgence. On va très vite passer sur ces ordonnances. Elles sont très nombreuses. Il y en a eu 46, il y a eu 33 décrets, 65 arrêtés qui ont été adoptés dans le cadre de cette période du Covid-19. Et puis ensuite, il y a eu de nombreuses circulaires et notices d'instruction. Pourquoi ça nous intéresse? Eh bien, notamment l'ordonnance du 25 mars 2020, parce qu'elle parlait des délais. Donc, les délais, c'est la prorogation des délais administratifs, ça peut être la prolongation des délais légaux, ça peut être le report d'application de certaines sanctions, mais concernant la vente à distance, c'est la prolongation des délais de résiliation ou de dénonciation des contrats. Voilà pourquoi ces ordonnances nous intéressent. Alors, nous allons voir cette première ordonnance. Je vais vous rappeler ce qu'est une période juridiquement protégée, parce qu'à partir du moment où nous sommes entrés en confinement, mais depuis le 12 mars et jusqu'au 24 mai, il y a eu en fait un état d'urgence sanitaire qui a été déclaré. Et cet état d'urgence sanitaire permet de définir une période juridiquement protégée et dans cette période, les délais peuvent être revus et corrigés pour sortir en fait de cet état d'urgence sanitaire. Donc, il y a eu dans cette première ordonnance un article qui a parlé qui concernait en fait la prorogation des délais et notamment un prolongement d'un délai de 2 mois maximum après cette fameuse période juridiquement protégée. Donc, la période juridiquement protégée se terminant le 24 juin, il semble qu'elle va être revue et corrigée dans les jours qui viennent, elle va être allongée, me semble-t-il. Ça augmentait en fait les délais, ça permettait d'augmenter certains délais, de les faire repartir de 24 juin sur 2 mois et jusqu'au 24 août. Donc, bien sûr, cet article 2 mettait donc en exergue ce qui concernait les délais de réflexion, les délais de rétractation et les délais de renonciation. Mais il y a une seconde ordonnance qui est apparue le 15 avril 2020, qui a été émise donc le 15 avril 2020. Et cette ordonnance a complété en fait le même article par un alinéa qui disait que cet article-là n'était pas applicable aux délais de réflexion, de rétractation ou de renonciation prévus par la loi ou le règlement. Et ça, c'est très important
parce que, notamment pour les contrats d'assurance vie, où on dispose d'un délai de renonciation d'1 mois, vous pensez bien qu'au moment où la bourse a chuté, il aurait été possible, donc si ce délai de renonciation a été prolongé sur toute cette période de juridiquement protégée, alors peut-être aurions-nous vu de nombreux contrats d'assurance vie qui auraient été, donc, auxquels les souscripteurs auraient pu renoncer. Donc, ces délais restent les mêmes. Réflexion, c'est le délai qui concerne les crédits immobiliers, par exemple, le délai de réflexion de 11 jours. Le délai de rétractation, c'est celui de notre vente à distance, c'est 14 jours à partir du moment où le client a reçu son contrat. Et le délai de renonciation, eh bien, c'est le fameux délai de 1 mois. Il y a eu ensuite un premier communiqué de presse le 25 mars, et c'était un communiqué de presse de l'ACPR, c'est-à-dire qu'en ce temps de confinement, l'ACPR ne s'est pas confinée et elle nous rappelle quelles sont ses missions et que ses équipes surtout restent mobilisées. Donc la CPR, elle a une mission d'autorisation, c'est-à-dire que pendant cette période de confinement, vous pouvez continuer à demander à renouveler votre abonnement à l'ORIAS, par exemple. Les autorisations continuent d'être émises. La CPR rappelle que sa seconde mission, qui est celle de contrôler, va perdurer. Et puis surtout que sa mission, une de ses missions très actives, est celle de la protection de la clientèle. Donc, la CPR continue à fonctionner pendant cette période. C'est très important de le savoir. Et dans ce communiqué de presse, la CPR s'adresse surtout à nos consommateurs en leur rappelant qu'ils ont à tout moment la possibilité de se connecter au fameux site Assurance Banque Épargne Info Service, où ils vont retrouver des rubriques concernant la banque, l'assurance, l'ensemble des démarches, et que donc ce guichet est toujours ouvert pour l'ensemble des consommateurs pendant cette période. La CPR rappelle également qu'elle va continuer d'exercer une vigilance attentive sur les offres frauduleuses émanant de personnes non agréées, c'est-à-dire que la vente continue, mais la vigilance et le contrôle aussi. On verra plus tard, en fait, l'ensemble des modalités de la CPR sur ce sujet. Le 26 mars, le lendemain, un nouveau communiqué, celui-ci, il est signé de la CPR et de l'AMF. Et là, le titre de ce communiqué est un peu interpellant, c'est une mise en garde contre les arnaques. Donc, la CPR et l'AMF rappellent ce que sont les offres frauduleuses. Si je vends un faux produit bancaire ou d'assurance, si je le vends avec des caractéristiques qui peuvent être très attractives, je vais donner un rendement élevé, sans risque, une rapidité de souscription. Bref, toutes ces offres sont pour la CPR et l'AMF et bien sûr de notre point de vue, en tant que distributeur ou assureur, effectivement, des arnaques. Donc, la CPR rappelle à cette vigilance. Et quand elle rappelle à cette vigilance, elle parle des courriels frauduleux, des bannières publicitaires, mais elle n'oublie pas de rappeler que ça concerne aussi les campagnes de démarchage téléphonique. Nous revoici donc pointés en tant que vente à distance sur cette attention aux différentes arnaques. Et la CPR et l'AMF rappellent que l'objectif des escrocs, c'est de collecter des données personnelles pour pouvoir faire des achats à distance et bien sûr du démarchage agressif ou manipulatoire. Donc, les deux instances rappellent à la vigilance, donc l'ensemble des consommateurs. Et puis, elles font ensemble des recommandations. Donc justement, les fameuses listes noires qui sont publiées donc sur le site internet ABUI Infoservice. Donc les listes noires, ce sont en fait des sites internet qui ont été répertoriés par les régulateurs comme des sites escrocs. Et puis, une des recommandations aussi rappelle que le discours commercial, s'il peut parler d'un rendement élevé, alors il doit aussi parler d'un risque élevé. Vous savez, c'est la recommandation qui est appliquée en conformité assurance depuis de nombreuses années. Je peux donner un avantage, mais je dois le contrebalancer, notamment par un risque ou un désavantage pour le client, pour lui donner une information complète. Donc, pendant le confinement, la vente à distance doit se faire de la même façon.
Nos régulateurs rappellent aussi que, en tant que consommateur, eh bien, je peux aller vérifier qui est mon interlocuteur. Je peux me rendre sur le site de l'ORIAS pour pouvoir obtenir l'ensemble des informations et vérifier que mon interlocuteur, qui est un professionnel vendeur, est bien un professionnel et qu'il est bien inscrit à l'ORIAS. Donc, les diligences doivent être respectées, même en temps de confinement. Et puis, dans ces recommandations apparaît aussi la notion de ne pas répondre aux appels téléphoniques que nous n'avons pas sollicités. Donc, ces appels téléphoniques non sollicités, ce sont bien sûr les appels qui font référence au démarchage en assurance. Il y a un second communiqué de presse de la CPR le 21 avril et ce second communiqué, il parle plutôt de la relation que nous devons avoir, nous distributeurs ou assureurs, avec l'ensemble de nos clients. Et en fait, ça nous rappelle un très grand nombre de principes. La CPR nous rappelle que nous sommes des professionnels, nous avons un rôle essentiel en tant qu'assureurs dans cette crise. Elle rappelle également que nous devons une certaine qualité. Alors la qualité quand nous proposons un règlement de sinistre, mais également une qualité dans nos pratiques commerciales. À nouveau, donc, nous pouvons nous sentir visés dans la vente à distance concernant les pratiques commerciales. Ensuite, la CPR rappelle qu'il est nécessaire qu'il y ait toujours du contact pendant cette période entre le client et son professionnel. Donc, c'est un engagement suivi, je dirais, une fois que l'on a fait une vente. Je dois pouvoir, moi, en tant que professionnel, donner des précisions à mon client sur l'étendue des garanties donc, de ses contrats. Je dois aussi lui parler peut-être de certaines opportunités d'évolution de ses garanties pendant cette période auxquelles il n'aurait peut-être pas pensé. Je dois l'aider à déclarer ses sinistres. Je dois également lui donner l'ensemble des informations pour qu'il puisse lui-même bénéficier et porter ses formalités. Et puis, je dois lui offrir une continuité de service de qualité. On se le rappelle, hein, quand on a fait une vente à un client, eh bien, on lui doit donc du conseil tout au long de l'existence de son contrat. Et puis, le régulateur nous demande également de traiter le plus grand nombre possible de demandes, mais de pouvoir faire passer en urgence certaines demandes. Donc, ce n'est pas fini. Pour préserver cette relation au client, le régulateur nous demande aussi de tenir compte des circonstances exceptionnelles, nous en tant qu'assureurs, de ne pas pénaliser, par exemple, le client qui n'aurait pas payé sa prime dans le délai imparti, de respecter bien sûr nos engagements en matière d'indemnisation. Et là, c'est très important de lire cette phrase au 21 avril parce que vous savez qu'il y a eu pléthore d'annonces concernant les primes de perte d'exploitation. Donc, c'est très important de respecter mon engagement. Pendant ce temps, je continue à rechercher aussi mes bénéficiaires en déshérence ou sur les contrats retraite. Je reste vigilant envers cette clientèle âgée et donc je continue à faire attention à l'ensemble de ces pratiques commerciales qui doivent respecter cette cible de clients particuliers. Je dois proposer dans cette période des contrats qui ont des garanties qui répondent à des besoins réels et à des objectifs de mon client. Donc, je dois analyser déjà toutes les garanties dont dispose mon client pour lui faire des propositions judicieuses. Là, on nous rappelle donc notre devoir de conseil et puis cette obligation d'éléments d'information que l'on doit requérir auprès de notre client pour lui faire le meilleur conseil sur le meilleur produit. En assurance vie, bien sûr, l'ensemble des conseils doivent rester pertinents, notamment sur le placement et contenu de la durée, puisque ce sont des placements plus longs. Et puis, pour pointer à nouveau la vente à distance, eh bien, le fait que nous soyons confinés et que nous soyons au domicile, ce qui est bien pratique en fait lors des appels à distance, eh bien, nous devons continuer de respecter l'ensemble des prescriptions légales et surtout les dernières recommandations du CCSF sur le sujet, que nous verrons un peu plus tard. Je vous rappelle vite fait
ce qu'est en fait une vente à distance. Donc, dans une vente à distance, j'ai un professionnel et j'ai un consommateur. La vente va se faire sans qu'il n'y ait aucun contact physique entre le professionnel et le consommateur. C'est une vente à distance. Une vente à distance spécifique, c'est le démarchage. C'est quand moi, en tant que professionnel, j'appelle un consommateur qui ne m'a rien demandé. Voilà, et je vais lui faire une proposition. Ça, c'est du démarchage. Et donc, une vente à distance, si j'appelle mon client pour lui faire une proposition, le client peut accepter l'offre, mais il me dit non, en finalité, je viendrai signer à l'agence. Alors, dans ces cas-là, nous ne sommes plus dans une vente à distance. Le process doit être à distance du début jusqu'à la fin. Donc ça, petite précision sur la vente à distance. Alors, nous allons revenir sur l'avis du CCSF qui concernait plutôt le démarchage. Donc, l'avis du CCSF, il a été émis le 19 novembre 2019, donc en fin d'année dernière. Qu'est-ce qu'il nous disait, cet avis? Il nous disait que l'information précontractuelle est très importante et qu'elle doit être faite. Donc, l'information précontractuelle, c'est quand moi, professionnel, je dis à mon client qui je suis, avec qui je travaille, avec quels assureurs. Et donc, je lui donne l'ensemble de ces informations. Je lui rappelle aussi comment il peut faire une réclamation à la suite de ma vente. Si celle-ci ne lui convient pas, je dois lui donner l'ensemble de ces éléments. Le CCSF rappelle également que je dois obtenir un consentement éclairé de mon client. Donc, je dois lui avoir donné par avance l'ensemble des informations précontractuelles. Alors, je ne vais pas vous raconter l'ensemble de cet avis du CCSF parce qu'il est très très large. Après la souscription, il y a bien sûr cette lettre de bienvenue que je lui transmets avec son contrat. Et puis, cet avis du CCSF énumère tout un ensemble de pratiques à proscrire, voilà, que je ne vais pas énumérer non plus à cet instant, mais qui existent dans nos modules de formation spécifiques, donc justement sur la vente à distance. Donc, après cet avis du CCSF en novembre 2019, eh bien, la CPR rappelle que cet avis, eh bien, elle est en cohérence avec ce qu'elle souhaite et que donc ces bonnes pratiques préconisées par le CCSF vont devoir être mises en œuvre. Et puis, elle insiste également en disant que ce sera au plus tard pour le 30 juin 2020. Donc ça, c'est pour la CPR. Alors, les questions que nous pouvons nous poser par rapport à cette mise en œuvre, en fait, c'est concernant nos modèles IT, nos systèmes informatiques, concernant nos modèles de parcours client. Quel parcours client est le plus adapté quand je fais de la vente à distance, mais aussi quel processus de gestion je vais mettre en place et quelle place, par exemple, la signature électronique va-t-elle devoir prendre dans ce processus de la vente à distance, parce qu'on rappelle en fait que si les distributeurs doivent améliorer leur processus de vente à distance, eh bien ils sont toujours contraints par des cahiers des charges informatiques qui sont toujours plutôt longs à mettre en œuvre, et donc que tout cela a forcément un coût. Donc il y a des questions à se poser aussi sur la mise en conformité de l'ensemble de ce parcours client quand je fais de la vente à distance. On peut rappeler aussi un élément important qui est celui de la gouvernance produit. Et la gouvernance produit rappelait justement que dans son cahier des charges de gouvernance, notamment pour l'assureur qui créait son produit, eh bien, il devait réfléchir aussi à quel canal de distribution devait être utilisé, pour quel canal de distribution le produit devait-il être utilisé et pour quelle cible. Donc tout cela a toujours du sens à cet instant. Ça a été notamment rappelé par un cabinet d'avocats, Isabelle Monin-Lafin, qui, elle, ajoute qu'au-delà de ces exigences en termes d'outillage du distributeur, eh bien, il fallait aussi former le personnel qui était affecté à cette tâche de la vente à distance, parce que de plus en plus, cette vente à distance est scrutée donc par nos régulateurs. Donc, la vente à distance pendant ce temps du confinement. Donc, c'est effectivement un modèle qui a du sens parce que globalement, toute notre vie se fait un peu à distance. Donc, pendant ce temps, je dois respecter la réglementation. Il n'y a pas de modalité qui est changée du point de vue juridique concernant la vente.
Le délai de rétractation, il reste à 14 jours. Et oui, malgré les contraintes, parce que effectivement, dans les premiers jours après début mars, après le 16 mars, nous avons été confinés. Eh bien, les guichets de la Poste ont parfois été fermés, mais on reste à un délai de rétractation de 14 jours. Le recueil du consentement dans les appels à froid, donc c'est bien le cas du démarchage, c'est quand en fait, en tant que courtier, c'est moi qui ai sollicité le client qui lui n'a rien demandé. Donc, ce consentement doit être rédigé par écrit. Le consommateur doit avoir le temps, c'est le temps utile pour en fait se décider. Donc, il doit bénéficier d'à peu près 24 heures pour prendre connaissance des documents et nous fournir de fait un enseignement que l'on va dire éclairé. Et puis, bien sûr, le courtier ne rappelle pas. Si le client ne rappelle pas, le courtier ne rappelle pas. C'est le client qui décide de rappeler. Et là, je vous le redis, nous sommes dans le recueil du consentement, dans les appels à froid, c'est-à-dire le démarchage quand le client n'est pas à l'initiative de la demande. Et dans ce temps de la vente à distance en temps de confinement, eh bien, il y a des indicateurs qui peuvent être très intéressants à regarder. Ce sont par exemple les taux d'enregistrement des conversations, la gestion des taux de renonciation. Par exemple, la planète CSA, le président de la planète CSA, ce qui est le syndicat professionnel des courtiers, a indiqué courant avril que apparemment il n'y avait pas eu beaucoup de taux de renonciation, que le taux de renonciation n'avait pas été élevé, notamment sur les contrats vendus avant la chute de la bourse qui est intervenue le 16 mars, sur les contrats d'assurance vie par exemple. Et puis, une dernière chose à vérifier également, ce sera le taux de réclamation. Donc voilà sur ce modèle. Donc, quels sont les intervenants qui peuvent scruter également à l'extérieur concernant tout ce qui a trait à la vente à distance? Eh bien, il y a les médiations et puis il y a les associations de consommateurs. Alors, les médiations, je vous ai mis en fait ici un schéma qui est un rapport d'activité de la médiation FFA de 2018 sur les motifs de saisine en fait du médiateur. Donc, c'était en 2018, donc on peut se dire que ça concernait la période de l'année 2017. Et en fait, dans le top 5, on retrouve dans les motifs le refus total d'indemnisation, qui était déjà à 32%. Il est 12 heures. Ensuite, le traitement des réclamations pour un taux de 27%. Et puis des résiliations pour motif de rétractation ou de renonciation. Donc ça, c'était en 2017. Eh bien, on peut penser que l'ensemble de ces motifs seront les mêmes concernant des ventes à distance qui n'ont pas été opportunes et puis de nombreuses réclamations qui, depuis le début du confinement, portent plutôt sur des actions de démarchage en santé, en prévoyance, en obsèques et en protection juridique. Et ça, c'est donc suite à une interview qui a été faite toujours au niveau de cette association de courtiers. Donc, soyons vigilants sur les motifs des réclamations qui vont nous arriver donc à la fin de ce confinement. Le deuxième poids est bien sûr celui des associations. Donc, les associations, c'est pour les assureurs, bien sûr, l'association professionnelle, la Fédération française des assurances. Alors, la FFA avait émis un document qui s'appelle 15 réflexes pour bien s'assurer. Et puis, dans ce document, eh bien, il y avait un petit pavé qui demandait de bien identifier les exclusions et les conditions de garantie. Et je pense qu'à cet instant, ce petit item concernant les exclusions et les conditions de garantie, eh bien, il prend toute sa valeur parce que, avec notamment les garanties de perte d'exploitation, on a bien vu que, encore actuellement, les consommateurs ne connaissent pas les garanties qui existent dans leur contrat le plus souvent. Et même si on a mis en place donc des informations précontractuelles à remettre aux clients, notamment le fameux DIP qui devait donner et lister l'ensemble des garanties, l'ensemble des exclusions, eh bien, ce que disait justement
dans son interview Planète CSCA, c'est que même avec le DIP, de toute façon, le consommateur, il a tellement de documents à lire qu'il ne lit pas non plus ce document-là et que donc il n'est pas toujours averti des exclusions de son contrat. Et puis, il y a les associations de consommateurs qui se sont bien sûr révélées très tôt depuis le début de ce confinement, notamment UFC Que Choisir. Donc UFC Que Choisir qui est parti tête devant demandant une baisse donc, de la prime de l'assurance auto, par exemple. Et puis, concernant les assurances annulation, la consommation logement, l'association consommation logement cadre de vie, elle est intervenue justement sur les règles concernant les annulations et on a bien vu que c'était aussi un périmètre où beaucoup de questions étaient soulevées. Et les unes et les autres s'interpellent et se répondent de ces associations. Vous avez bien vu que UFC Que Choisir a eu une réponse de la FFA concernant justement cette demande de baisse de prime des assurances voitures. Et donc là, l'explication a été donnée. Le pourquoi, en fait, nous étions en assurance dans la mutualisation et que donc on ne pouvait pas comme ça revenir et corriger. Bref, ce n'était pas de l'assurance à la carte et à l'instant. Voilà pour les associations. Il y a eu aussi des propositions de loi qui ont été déposées pour encadrer la vente par téléphone. Donc, 4 propositions avaient été déposées. En 2018, c'est une proposition déposée par Pierre Cordier qui a été adoptée en juin 2018. Ensuite, nous avons le député Negelen en février 2019 qui a déposé aussi une proposition. Cette proposition a toujours cours, hein, elle est toujours en deuxième lecture après le passage au Sénat. Que demandaient ces 2 premiers députés? Eh bien, ils demandaient de renforcer le droit des consommateurs. Ils avaient une insistance concernant la procédure Blocktel. Ils demandaient surtout aussi que soit précisé le motif de l'appel quand j'appelle donc mon client. Et puis, demander surtout un renforcement des sanctions contre les appels frauduleux, notamment. Et là, on peut dire que certainement, ces députés ont été entendus. Le 16 octobre 2019, nous avons une nouvelle proposition de loi, suivie d'une autre le 22 octobre. Donc, et là, les propositions de loi, elles demandent à interdire totalement ou à autoriser sous conditions strictes le démarchage téléphonique. À la suite de cela, en fait, le CCSF a donc fait sa recommandation à l'appel de mise en œuvre des bonnes pratiques qu'il préconisait donc. Donc, vous voyez, c'était pratiquement un mois après. Et ce qu'a demandé en fait le CCSF, appuyé par la CPR, c'est que tout cela soit mis en œuvre pour le 30 juin 2020. D'où les démarches en fait qui sont faites actuellement par les distributeurs sur leur parcours client pour pouvoir intégrer ces nouvelles modalités. Donc, les députés ayant été entendus, effectivement, les sanctions étaient déjà tombées, mais elles ont continué de tomber et elles sont de plus en plus fortes. Donc, ces sanctions visent principalement, notamment, des ventes qui sont faites à distance. Donc, la dernière, c'est Aviva Conseil, mais il faut rappeler donc que Santiane, c'était en l'année 2017, Provitalia, c'était en 2019. Donc, pourquoi Aviva Conseil a été sanctionné? Bien exactement pour pratiquement les mêmes choses que Santiane ou Provitalia, parce qu'elle n'avait pas donné l'ensemble des informations précontractuelles avant le consentement du client, parce qu'elle n'avait pas mentionné les informations requises par le code de l'assurance, c'est-à-dire l'assureur n'avait pas donné les informations sur qui il était, sur son numéro d'ORIAS, sur comment vérifier le numéro d'ORIAS, sur avec qui je travaille et comment je suis
intégré donc dans certaines relations avec l'ensemble des assureurs avec qui je travaille et s'il n'y a pas de conflit d'intérêts, par exemple. Et puis aussi, la vente se fait, mais la vente se fait sans avoir suffisamment recueilli les besoins des clients. Donc, la dernière sentence de la CPR, c'est donc un blâme pour Aviva Conseil et un blâme avec un arrêt de commercialisation pendant 2 mois. C'est une des premières fois, en fait, où il y a un arrêt de la commercialisation qui est prononcé. Donc, bien sûr, sans commercialisation pendant 2 mois, quand on fait de la vente à distance, on peut sous-entendre que c'est très compliqué donc pour le distributeur à cet instant. Donc, on a bien des sanctions de plus en plus fortes, c'est-à-dire que maintenant la CPR, le comité de sanctions de la CPR n'a plus d'état d'âme et qu'il n'hésite plus à vouloir donc mettre en exemple certaines sanctions. La DGCCRF s'est également positionnée contre une mutuelle qui faisait aussi de la vente à distance parce que 20 000 clients, à peu près 20 000 clients, avaient été contactés alors qu'ils étaient sur une liste d'opposition au démarchage. Donc vous voyez, cette vente à distance, elle est toujours scrutée et aussi par la DGCCRF et les sanctions sont effectivement très importantes. Donc là, la sanction était de 12 000 €. Celle de SGP, qui était SGP, c'était en 2018, elle était de 150 000 € quand même. Donc voilà, des sanctions importantes. En conclusion donc de cette présentation, je dirais que la vente à distance, eh bien, elle a trouvé sa place dans ce confinement, bien sûr, que cette vente, eh bien, elle continue. Donc, effectivement, elle continue à distance, mais qu'elle doit se faire en respectant les 5 piliers de la DDA, c'est-à-dire que je donne l'information de qui je suis, je prends les informations de mon client et je lui fais un devoir de conseil cohérent. En fonction de ses objectifs et de ses besoins. Concernant la gouvernance produit, eh bien, on en a parlé. Elle concerne aussi la vente à distance parce que certains produits doivent être ciblés pour certains clients en vente à distance uniquement. La transparence des rémunérations, parce que ça fait partie donc des éléments que je dois donner, notamment en assurance vie concernant l'ensemble des contrats que je vends. Je dois être transparent et donner à mon client l'ensemble de ces informations. Ceci permettra la réduction des conflits d'intérêts. Je dois aussi aviser mon client quand il y a un conflit d'intérêts avec l'un de mes assureurs, par exemple. Donc, si je dois l'aviser, c'est que effectivement, je dois lui donner cette information et lui dire avec qui je travaille. Et puis, je dois également mettre en œuvre la formation continue de mes collaborateurs parce que les produits sont nouveaux, parce qu'il en existe, il en arrive toujours, parce que les cibles peuvent être modifiées et parce que cette formation est de toute façon devenue obligatoire. Pourquoi je dois mettre en œuvre en fait ces 5 éléments qui m'avaient été préconisés et recommandés par la mise en œuvre de la directive DDA? Parce que je dois traiter tous mes clients de manière équitable, que je les serve en agence ou que je les serve à distance, je dois les protéger de la même façon et agir en tant que professionnel de la même façon. Je dois offrir une qualité de distribution, qu'elle soit en interne ou qu'elle soit en externe, parce que pendant la vente, les contrôles continuent. Il y a une continuité des contrôles de nos régulateurs qui continuent à scruter l'ensemble des informations qu'ils peuvent collecter. Donc tout ça doit être renforcé et a été renforcé par cette obligation de 15 heures par an de formation continue. Et voilà donc, j'en ai terminé et je vous ai dit tout ce qu'il devait être mis en œuvre concernant la vente à distance dans ce temps un peu suspendu du confinement. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci Anne. Donc maintenant, c'est le temps des questions-réponses. Donc, on va démarrer par quelques questions, puis n'hésitez pas du coup à nous les faire parvenir là dans cet intermède. Alors, une première question, Anne, un participant qui demande si la réglementation spécifique de la VAD s'applique à
enfin, est-ce que ça s'applique à un consommateur, pardon, personne morale ou uniquement les personnes physiques? Alors moi, je dirais uniquement les personnes physiques. Mais il y a des obligations aussi concernant les pratiques commerciales en vente à distance avec les personnes morales qui sont peut-être différentes, mais dont je n'ai pas l'ensemble des caractères à cet instant. Mais je pourrais fournir mieux. D'accord. Très bien. Autre question aussi, cette même personne, est-ce que l'avis du CCSF s'applique aussi donc du coup aux offres collectives et aux éditions individuelles, type loi E20, de sortie de contrats collectifs? Oui, alors je pense que la réglementation du CCSF s'applique à l'ensemble du périmètre de la vente à distance. D'accord. Euh, alors des questions qui ont trait justement au process, mais je pense que vous avez en partie répondu tout à l'heure, mais je vais juste vous la poser quand même. Si un vendeur de biens présente à son acheteur en magasin une tablette pour que l'adhésion à l'assurance ait lieu sur le site web d'un courtier ou d'un assureur, est-ce qu'on parle alors de vente à distance? Donc là, je suis en présence physique d'un C'est ça, vendeur qui me présente une tablette pour faire une signature. c'est Donc il y ça, a bien une présence physique, donc je ne suis pas en vente à distance. ouais, c'est ça, c'est ce qui me La semble. vente à distance n'est pas que l'outil, en fait. On parle d'une distance physique. On ne parle pas d'une distance technique. On ne parle pas que d'une distance technique. On est bien dans une distance physique. Une personne d'ailleurs qui pose la question aussi, une participante, qui dit bonjour, je ne saisis pas bien en tant que courtier quelle est la répartition entre les obligations de mes partenaires assureurs, exemple lettre du bienvenu, et mes obligations, présentation, devoir de conseil. Eh bien, l'assureur, enfin, vous en tant que distributeur, vous allez donc devoir effectuer le recueil des informations et le devoir de conseil. Ensuite, c'est votre système informatique qui va faire en sorte, quand le contrat va être souscrit, de transmettre la lettre de bienvenue. Je pense que c'est l'assureur qui transmet la lettre de bienvenue à son client en lui envoyant en même temps le contrat. Est-ce que c'est le sens de la question? Ben, alors je vais laisser la personne éventuellement me transmettre les éléments via le module de questions. Euh, elle posait juste après une question, alors peut-être que c'est un complément du coup. Existe-t-il des différences entre ces obligations pour le courtier si le client est un particulier ou un professionnel? Alors, que le client soit un particulier ou qu'il soit un professionnel, à partir du moment où je fais une vente, je reste dans les mêmes modalités que l'ensemble des préconisations qui sont faites par le régulateur. Je suis soumis aux mêmes règles. Je dois faire une vente qui correspond en tout point aux objectifs et aux attentes de mon client. Donc, qu'il soit un professionnel ou qu'il soit un particulier. D'accord. Euh, alors, euh, alors, s'agissant des ventes par Internet, comment est-ce que l'avis du CCSF s'applique? Question d'une participante. Alors, comment l'avis du CCSF s'applique? Ben, il s'applique de la même façon. Je ne comprends pas bien la question. En fait, en fait moi non plus je peux pas être du coup là Ben, je donne la question on est donc en vente mais à distance. là On si on est en fait, vente sur internet à distance complet, voilà, sans ouais. intervention humaine quelle que soit, est-ce que du coup l'avis du CCSF s'applique? Ben oui, de la même façon, puisque je suis en. Ah oui, par rapport l'avis du CCSF par rapport au démarchage. Ouais, C'est cela que vous dites. Ben, l'avis du CCSF, il concerne le démarchage. Donc, le démarchage, c'est très clair, c'est euh, quand un client, quand j'appelle
j'appelle un client pour lui faire une proposition alors que celui-ci ne m'a rien demandé. Donc, on peut extrapoler en disant que vous avez écrit un prospect sur Internet, vous lui avez envoyé un mail, et sur ce mail, en fait, vous lui mettez un lien pour qu'il puisse ensuite faire une souscription donc par rapport à la proposition que vous lui faites. Là, je suis en démarchage. L'acte de démarchage, c'est vraiment le fait de m'adresser à un client qui ne m'a rien demandé. Voilà, peut-être un futur souscripteur, mais en tout cas un prospect qui ne m'a rien demandé. Donc, à partir du moment où je fais la proposition par mail ou par téléphone, c'est exactement la même chose. Et donc, on est dans le même périmètre si ensuite la souscription se fait par Internet. Donc là, vous savez que le CCSF a fait une recommandation sur la vente en 2 temps, c'est-à-dire que même si cette procédure se fait sur Internet, alors je dois laisser au client le temps utile. On a considéré que ce temps utile était de 24 heures pour qu'il puisse prendre connaissance de l'ensemble des éléments, des informations précontractuelles, c'est-à-dire le KID, le DIPA, la notice d'information, tout l'ensemble des éléments qui doivent être lus pour que le consommateur puisse faire sa souscription. Une question d'ailleurs qui est très à cet avis également. Est-ce que c'est une obligation ou une recommandation? Comment vous le classeriez? Alors, on a une recommandation et nous avons toujours des recommandations. Mais vous savez que les recommandations, elles font partie de ce qu'on appelle les bonnes pratiques. Et quand on a une recommandation du CCSF fin septembre qui est sur laquelle l'ACPR rebondit à peine 10 jours après en disant eh bien écoutez tout cela, ce serait bien que ce soit mis en œuvre pour le 30 juin 2020. Je pense que même si c'est une recommandation et que si ça rentre dans les bonnes pratiques, et donc c'est une recommandation qu'il serait pertinent d'appliquer, je dirais. D'accord, mais c'est clair, hein. C'est un peu ce qu'on appelle la soft law, c'est tous ces éléments-là qui sont Voilà, tout à pas fait. qu'il faut respecter, quoi. Parce qu'à un moment donné, s'il y a un problème devant le juge, c'est ce qui sera utilisé, quoi. Tout à fait. Lors de l'appel de démarchage à froid, est-il réellement interdit de rappeler le prospect après les 24 heures de délai de réflexion? Il est totalement interdit de rappeler le prospect. Alors, je vous engage à… Alors, tous ces éléments, hein, vous allez les trouver bien sûr sur Internet ou sur le site de la CPR ou de l'AMF. Donc, je vous engage à lire en fait cette recommandation en fait du CCSF parce qu'effectivement, excusez-moi, de fait, j'ai oublié. Tu peux me redonner la question, Oui, bien Joël? sûr. C'était lors de l'appel de démarchage à froid, Ah oui. est-il réellement interdit de rappeler le prospect après les 24 heures de délai de réflexion? C'est totalement interdit. Voilà. Et effectivement, si vous lisez la recommandation du CCSF, vous verrez que c'est noté, toute la procédure est notée et il est totalement interdit de rappeler donc son client. Si le client a envie, si vous lui avez fait une bonne proposition, il vous rappellera tout seul, je dirais, comme un grand. Alors du coup, dans le cadre aussi de ces actions de démarchage ou de prospection, alors, un récapitulatif par mail permet-il de se conformer à nos obligations lors d'une VAD, demande un participant? Alors, ça peut être un début parce qu'à tout moment, il faudrait, le cas échéant, donc donner une preuve de ce que l'on a fait. Ça peut être un début, mais on n'aura pas in extenso l'ensemble du partage en fait de la conversation que l'on a eu avec son client. Et est-ce que, ayant écrit par mail l'ensemble de l'échange, ayant transcrit ce qui s'est passé, est-ce que le fait que ce soit justement le distributeur qui l'écrive, il faudrait que nous ayons un consentement ou C'est ça. une approbation en fait du client pour dire oui, oui, effectivement, ça s'est bien passé comme cela. Je pense que Exactement. Ouais, je pense que s'il n'y a pas de retour, c'est pas forcément ouais, suffisant, voilà. quoi. Mm.
Une autre question d'une personne. Donc, bonjour, le délai de rétractation de 14 jours est-il applicable pour les contrats de courte durée? Par exemple, une assurance temporaire auto de 1 mois. Non, à partir du moment où, alors, le délai de rétractation, euh, il ne peut concerner qu'un service qui n'est pas utilisé de suite. Donc là, si vous souscrivez une assurance voiture, vous la souscrivez évidemment à distance parce que vous souhaitez pouvoir utiliser votre véhicule de suite et que effectivement l'assureur met en place l'ensemble des éléments pour vous le permettre. Il n'y a pas de délai de rétractation lors de cette vente. Mais voilà, il y avait une autre question complémentaire comme ça sur les délais de rétractation pour les produits IRD. Donc, il n'y a pas que l'auto dans l'IRD, mais auto et MRH, quoi. Voilà, tout à fait, tout à fait. À partir du moment où le service est rendu bien avant les 14 jours de rétractation, bien sûr, on ne peut plus être soumis à rétractation. Une question aussi sur le processus. Là, c'est dans le sens inverse. Donc, un participant dit, voilà, vous avez évoqué les obligations d'information en cas d'appel à froid. Qu'en est-il lors d'appels entrant à l'initiative du client? Alors justement, ce point, il était spécifié dans la DDA. Quand c'est le client qui appelle et qu'on considère qu'il est déjà client, donc que vous avez déjà eu un contrat avec ce client, dans ces cas-là, nous ne sommes plus dans des appels à froid. Et quand l'appel a lieu à l'initiative du client, vous savez que cette théorie, en fait, elle existait par avance. Quand c'était le client qui appelait, alors j'avais la possibilité de lui envoyer l'ensemble des éléments après sa souscription et après son accord. Mais tout cela persiste encore si c'est le client qui appelle et si c'est un client qui est déjà dans votre portefeuille, en fait. L'appel à froid, c'est vraiment quand vous allez vers un prospect. Il y a pas mal de questions, hein. Alors, je vous préviens, on n'est pas en ligne jusqu'à 1 heure, hein. Par contre, si jamais il y a des questions qu'on n'a pas pu répondre, je les transmettrai à un copain qui essaiera d'y répondre du mieux possible. Mais ce que j'espère, c'est que du coup, dans le choix des questions que j'opère, ça puisse répondre aussi de manière directe, enfin, ou indirecte aux autres questions. Une question comme ça d'une participante, 24 heures pour donc la prise de connaissance du contrat. Est-ce qu'on a le droit de faire de la signature immédiate électronique lors du premier appel ou est-ce qu'il faut attendre les 24 heures? Alors là, on est toujours dans le démarchage, hein, c'est pour ça qu'on parle des 24 heures. On est dans la vente à distance à un prospect. Si la demande c'est cela, non, je ne fais rien avant 24 heures. Si je suis dans la vente à distance en démarchage. D'accord? Okay. Si c'était bien le sens de la question. J'ai pas de micro dans la salle, donc Oui. voilà. Alors, en ce qui concerne les enregistrements des appels, est-ce que 100% des appels doivent être enregistrés? Et quelle est la durée légale de conservation de ces enregistrements? Alors, il avait été demandé que ça faisait partie, en fait, là, c'était plutôt, on n'était pas dans la DDA, l'ensemble des enregistrements, ça émanait plutôt de MIF2 qui était plus donc la directive sur les instruments financiers. Et là, on était dans les ordres, dans les achats, les arbitrages, ce genre de choses. Donc, quand nous avons mis en place DDA, bien sûr, il a été compliqué de pouvoir enregistrer l'ensemble des conversations. Mais cependant, sur l'ensemble des plateformes, il semblait que déjà à cette époque, les conversations étaient enregistrées. Quand la conversation est enregistrée, à mon souvenir, est d'avoir la possibilité je crois de les garder 6 mois, mais je ne suis pas sûre. Ça, le cas échéant, je regarderai.
D'accord. Toujours une question sur l'avis du CCSF. Je vais y arriver. L'avis du CCSF. Ouais. Une personne qui demande du coup, est-ce que vous pouvez confirmer que l'avis du CCSF, et notamment à l'introduction de rappeler le client, ne concerne que le démarchage et pas la VAD en général? Oui, oui, ça ne concerne l'avis du Voilà, CCSF ne concerne que le démarchage, tout à voilà, fait. c'était juste Et pour la clarifier vente les en choses parce deux qu'il y a. temps, voilà, obligatoire pour le démarchage. D'accord. Mais vous savez, hein, en fait, on a cette recommandation concernant la vente à distance pour le démarchage, mais la plupart, quand on lit l'avis du CCSF, la plupart des obligations qui sont inscrites rappellent en fait que ça concerne pour tout ce qui est recueil des informations clients, devoir de conseil, traçage du devoir de conseil, que tout cela concerne bien sûr la vente à distance globalement. Je veux dire qu'à un moment, ce qui vaut pour une démarche précise, effectivement, là, le démarchage, c'est spécifique, mais d'être attentif, en fait, ce sont toujours des bonnes pratiques. Mais effectivement, là, cet avis ne concerne que le démarchage. Euh, alors, je regarde dans l'ensemble des questions. Pop, pop, pop. Bon, il y a toujours la question de justement lors d'une vente à distance, si je fais signer immédiatement un contrat en échange de mail, est-ce que c'est bon ou pas bon? Alors, si je fais... Non, c'est-à-dire, vous Puis faites lors d'une votre... vente à distance, faire signer immédiatement un contrat en échange de mail. C'est pas super bien, enfin super clair, mais Oui, c'est-à-dire que je fais une vente, je suis à distance et je fais signer donc cette vente en échangeant un mail. Si, ça c'est bon puisque vous êtes avec votre client, mais toujours en ayant vérifié que vous avez bien remis par avance l'ensemble des informations précontractuelles à votre client, que ce client a eu le temps de les lire, donc il a eu le temps nécessaire pour les lire, je vous rappelle, hein, le DIPA, la notice d'information, et que donc le client est d'accord et que surtout le client vous dit oui, j'ai bien reçu les documents et oui, j'en ai bien pris connaissance. d'accord. Je regarde du coup là, je vais prendre une ou deux questions et puis après on va arrêter parce qu'il est déjà 12h30. Une question sur les comparateurs. Les demandes reçues via des comparateurs sont-elles assimilées à du démarchage? Autrement dit, si je reçois une fiche, euh, euh, C'est un comparateur. voilà, d'un comparateur, ne puis-je pas signer un contrat pour une durée d'effet immédiate de suite? Alors, ce que je comprends de cette question, c'est je suis donc un distributeur, j'ai un partenariat avec le comparateur et ce comparateur m'envoie un lead, c'est C'est ça? ça, Euh, exactement. c'est ça? Ouais. Mais D'accord. mettons que ce soit justement en assurance auto, comme on le dit tout à l'heure, par exemple, c'est un lead sur une assurance auto. Voilà. Est-ce qu'on peut le faire signer de suite ou pas? À partir du moment où je reçois un lead et que c'est un prospect, je suis de la même façon dans le démarchage. Ouais, c'est ça, hein. Non, non, à partir du moment, non, non, excusez-moi, je confonds. Vous recevez un lead. Dans ces cas-là, la personne, on a déjà connaissance donc de la personne, et dans ces cas-là, non, ce n'est pas du démarchage, D'accord. puisque la personne est allée sur le comparateur de son plein gré. Elle a fait une simulation. Donc cette simulation, ça s'appelle un lead qui est ensuite envoyé à l'assureur. Donc le client a déjà fait une démarche. Il a fait la démarche lui-même. Ce n'est pas l'assureur qui l'appelle, même si c'est le premier contact qu'ils ont tous les deux, en fait, le client a quand même fait une démarche volontaire sur un comparateur. Donc, il est
on part du principe qu'il avait déjà envie de s'assurer. Okay. Alors, je regarde, je sélectionne une dernière question. Une dernière question, mais là, c'est toujours pareil. Je vois bien que la notion de démarchage versus, on va dire, l'action commerciale sur des clients, c'est quelque chose qui, l'interprétation pose problème à de nombreuses personnes là, qui sont là en ligne. Donc, une dernière question, une personne qui dit, voilà, démarcher un client déjà en base, mais sur un autre produit, n'est pas considéré comme du démarchage? Là, vous parlez en fait, je suis sur une plateforme et c'est un rebond commercial. Par exemple, Mettons là, vous avez un client, vous oui. l'avez sur n'importe quoi sur de l'habitation, et puis en fait, on l'appelle, mais pour lui proposer un autre produit, mettons je sais pas, de l'auto ou un produit, un prévoyance, que sais-je. Pour moi, dans cette logique-là, on n'est pas dans du démarchage. Je ne démarche pas un prospect. J'ai déjà une relation avec mon client. Je l'ai déjà interrogé. Je peux connaître quels sont ses objectifs et ses besoins, même s'il n'a peut-être pas émis le besoin d'un produit particulier, mais ça fait partie du conseil que je fais à mon client en lui proposant un service qu'il n'a pas à cet instant, mais qui pourrait lui convenir parfaitement parce que je connais ce client. Je ne suis pas dans du démarchage. D'accord. Bien, il est 12h33, on va s'arrêter là. Anne, je vous transmettrai les autres questions ou remarques et vous regarderez s'il y a des choses Tout auxquelles à vous pouvez fait. répondre ou pas. D'accord. Ouais. Je Et ferai les réponses et je vous les transmettrai. voilà. Merci. Et je remercie tous les participants donc d'avoir assisté à ce webinaire. Merci Anne pour avoir du coup conçu cette intervention et l'avoir présentée aujourd'hui. Donc webinaire gratuit, hein, comme je le souligne. Hein. Alors certains m'ont demandé des attestations de formation. En fait, non, ce n'est pas une formation. Puisque la formation est une organisation spécifique sur la formation. Hein. Donc, c'est aussi pour ça que si vous voulez des formations éligibles à la DDA, c'est pas n'importe quelle formation, c'est pas n'importe quelle intervention qui peut être éligible à de la formation de DDA. Faites attention à ça. Et voilà. Et puis il me reste à vous souhaiter donc du coup une bonne journée et bonne chance du coup pour vos actions commerciales et l'ensemble de vos actions de vente à distance. Voilà. Merci à tous. Merci Anne. Merci beaucoup. Bonne journée Anne, à chacun. oui, il y a pas mal de gens qui vous remercient. Hein. Voilà, je voulais juste vous le dire. Hein, voilà, j'ai pas mal de retours aussi de gens qui vous remercient pour votre intervention.